Chaque jour, des millions d'hommes se penchent vers des appareils de radio. Ils tournent un bouton, ils écoutent, et soudain, c'est un univers qui se révèle. La musique, les voix jaillissent de la petite boîte mystérieuse. Mais combien parmi ces auditeurs attentifs se font une idée exacte de la complexité, de la diversité des éléments qui interviennent pour obtenir ce résultat magique? Alors suivez-nous dans les coulisses de la radio et commençons, si vous le voulez bien, par le laboratoire du son. Dans un auditorium, musiciens et artistes se font entendre devant le micro. Le micro, c'est un appareil qui est familier à tout le monde. Dans une cabine, les vibrations sonores sont captées, contrôlées minutieusement et amplifiées avant d'être envoyées au poste émetteur. À côté des techniciens figure le metteur en ondes, qui assume la responsabilité artistique des opérations. Cette première phase de l'émission nécessite un travail où l'intelligence et l'ingéniosité s'allient à la science. Toute faute est perçue par des milliers d'oreilles. Et c'est, il faut l'avouer, assez angoissant. Un graveur de disques enregistre les émissions et permet de les contrôler et d'enrichir la discothèque. Le micro est un véritable téléphone. Les sons, la musique, le chant, la parole, provenant de sources diverses, sont dosés et mélangés. Et le mélange ainsi obtenu, appelé modulation, est amplifié et envoyé par le centre distributeur à la station émettrice. Mais que signifie relayer une émission par d'autres stations? Les studios sont reliés entre eux par des câbles téléphoniques, véritables toiles d'araignée sur l'ensemble du territoire national. Le centre distributeur de la modulation est une gare de triage et le poste d'aiguillage des émissions. On peut donc donner la communication entre le studio de Toulouse, par exemple, et tous les autres studios du réseau. Et maintenant, allons voir Sa Majesté le poste émetteur, le plus grand personnage de la radio. Dans ce domaine, l'électricité est souveraine. Le poste est un dévoreur de courant. Il consomme une moyenne journalière de 6400 kWh qui sont amenés des centrales électriques par des lignes à haute tension. Mais pourquoi cette gigantesque machinerie que le profane contemple d'ailleurs avec une admiration teintée d'un peu de méfiance? C'est que le courant électrique ordinaire, son ou lumière, ne peut pas s'expédier à travers l'atmosphère pour être perceptible à distance. Il ne rayonne pas. Pour le faire rayonner, on le transforme en courant à haute fréquence qui est à 749 000 périodes secondes, alors que le courant son est en moyenne à 800 périodes et le courant lumière à 50 périodes. La station utilise une multitude d'appareils délicats et compliqués. Le sectionneur sur l'arrivée du courant, le tableau distributeur d'énergie, les dynamos, les contacteurs de démarrage, la salle des convertisseurs de courant, les redresseurs à vapeur de mercure, des feux follets de 15 000 volts. La cabine de contrôle, poste de commandement unique et centre vital de la station, avec ses témoins lumineux, ses manettes de réglage, ses appareils de mesure. Ici est l'arrivée du câble téléphonique. Le son est vérifié et nettoyé. La salle des amplificateurs. Responsable de l'exactitude de la longueur d'onde,
Voici le maître oscillateur avec son quartz taillé. Le premier étage d'amplification. La gamme des lampes. Un dernier amplificateur de 100 kW qu'on pourrait surnommer la cage aux fauves, ou plutôt la cage aux ondes, laquelle multiplie par 10 la puissance émise. Mais les lampes employées ne sont-elles pas analogues à celles de nos postes récepteurs? Oui, avec cette différence, c'est que vos lampes marchent sous 80 volts environ et celles-ci sous 15 000 volts. Le refroidissement des grosses lampes est assuré par une circulation d'eau distillée. Le courant est envoyé dans l'antenne. Le pylône, de 220 mètres de hauteur, est haut-banné de câbles d'acier. Cette masse de 100 tonnes repose sur des isolateurs en porcelaine. L'antenne est divisée en 3 brins dirigés vers le sol pour éviter le fading ou évanouissement des ondes. Un surveillant technique fait quotidiennement une ascension et une visite de contrôle. Une journée va commencer pour la radiodiffusion française. Continuons notre promenade dans les coulisses de la radio. Pour la musique enregistrée, comme pour les bruits, il faut recourir au disque. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir toujours, n'est-ce pas, sous la main, un orchestre de 60 musiciens ou une locomotive sous pression. C'est dans la discothèque que les metteurs en ondes viennent puiser la musique et les sons destinés à créer une ambiance et à influencer l'imagination de l'auditeur. La bibliothèque de la radio est la plus jeune de France. Déjà, elle est immense, puisqu'elle comprend plus de 75 000 volumes et pièces de théâtre. Les classiques sont souvent joués. Molière est au programme aujourd'hui. Vous donnez sottiment vos qualités aux autres. Or ça pertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balle, opprobre du métier. Allez, friquez les cris, impudent plagiaire. Allez, cuisse. Oh, messieurs, que prétendez-vous faire? Va, va,
restituer tous les hauts larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Ah, va-t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estampiller Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi, Comme vous le voyez, mon libraire, alors... la réalité radiophonique est dépouillée d'artifice. Oui, sans cependant que la fougue des acteurs soit altérée. Guettons l'arrivée des artistes au studio. Préjean et Lisiane Ray ont résolu le problème de la circulation à deux. Mais attention à la contravention, Albert. C'est défendu. Ça lui est égal, d'ailleurs. Une, deux, Millimétis pratique le footing matinal. Suivi à quelques longueurs par Clairette. Claude Dauphin est un peu en retard, c'est une habitude. Carlo Rime et Henri Blanchon préparent une revue pour la radio. Un mauvais garçon? Non, Andrex. Saturnin Fabre a dû séduire sa buraliste. Mais il ne lésine pas sur la Gauloise bleue. Et voici Yana Gani, une charmante déléguée de l'Empire français. Ah, Marcel Vallée est un peu surpris par l'objectif. La voisine est à la fenêtre. C'est Maurice Chevalier qui vient créer à la radio ses nouvelles chansons. Thérèse Dorny a le sourire. Bon, ça, c'est pas la peine de mettre vos lunettes noires, on vous a reconnu, vous savez, Thérèse. Et voici un voyageur inconnu qui s'embarque à bord du ferryboat d'Escartefigue. C'est Rému. C'est Rému qui se remet dans l'ambiance pour aller jouer la partie de cartes avec Monsieur Brun. Fernandel répète. Avez-vous les tickets de matière grasse, le pain, la viande, le lait? Tant pis si je vous embarrasse. Alors, titati daliatata, on va mettre des choses très bien comment. Tati daliatata, daliatata, avez-vous les tickets? C'est très drôle. Tati daliatata. Ah, ça c'est pas drôle du tout. Pourquoi on fait tant de temps à la fin là? Nous sommes à la radio, il y a le micro va éclater. Non, écoutez, on va faire, il y a des choses qu'il faut commander. Tous les bruits ne sont pas fournis par des disques. Ainsi que vous le démontre Marc Aurès. Et ce toutou n'est autre que celui de Carmen Torres qui vocalise en se promenant. Les reporters de la radio ne chôment pas. Voici Georges Briquet. À l'instant, je vois que déjà l'avant-centre aux ateliers est parti avec la balle au pied. Le voilà qui court là-bas, qui passe la balle à son ailier gauche. L'ailier gauche centre aussitôt, déplace le jeu sur l'ailier droit Pironti. C'est Pironti, oui, que je reconnais là-bas dans le coin. Pironti renvoie en arrière, mais il se fait prendre la balle au dernier moment par l'arrière de Toulouse, Dupuis qui dégage. Tiens, René Lefebvre. D'autres vedettes de la radio, et non des moindres, illustrent le retour à la terre. Mistinguette soigne jalousement sa basse-cour entre ses séances à la radio et ses tournées. Si elle nourrit ses pigeons, espérons tout au moins pour eux que c'est sans arrière-pensée. Dites-moi, monsieur Chevalier, bravo pour le tyrolien. Au revoir Maurice. Et bonjour Jory Boué. La radio permet à l'auditeur de passer du profane au sacré. À l'antique abbaye de Saint-Maximin, le révérend père Roguet, délégué de l'épiscopat français, assure lui-même la retransmission d'une messe. Mesdames, Messieurs, nous allons vous faire assister
à la messe célébrée dans l'antique couvent royal de Saint-Maximin. Assister, c'est une façon de parler car vous en entendrez l'écho, et je tâcherai de vous décrire ces belles voûtes gothiques, ce beau cloître ancien. Saint-Maximin est en effet un des plus anciens et des plus beaux monastères de la Provence, et il était bien naturel que dans cette espèce de tour de France religieux de tous nos sanctuaires et de tous nos monastères que nous avons entrepris avec la radiodiffusion nationale, je vous fasse visiter ce sanctuaire fondé par les rois de Provence et ensuite protégé par les rois de France, qui le confièrent aux dominicains à qui ils donnèrent la garde des reliques de Sainte-Madeleine qui sont encore maintenant conservées dans la crypte de la magnifique basilique de Saint-Maximin. Dans un instant, la messe va commencer, une messe suivant la liturgie dominicaine dont j'essaierai de vous décrire les rites assez particuliers. Vous entendez sonner la cloche qui appelle les religieux au chœur en ce moment même, et l'introïte va retentir dans un instant, chanté par les chantres que je vois en ce moment même sortir de leur salle et se grouper leurs livres de chant en main pour entonner l'introïte. Tous les détails de cette imposante cérémonie sont évoqués au micro, et la procession qui se déroule sans témoin est cependant décrite pour des millions d'auditeurs. Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission est terminée. Amis inconnus qui chaque jour accueillez dans vos foyers la voix qui vous est familière, nous espérons que nos différents programmes de la journée auront pu vous intéresser. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonne nuit.